Bienvenue à votre magazine Grands Enjeux qui reçoit pour vous, une fois de plus, Maître Godefroid Manabato. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous faites partie du décor de cette émission. C'est toujours un honneur pour moi d'être devant vous. Bien. Alors, nous allons parler d'un certain nombre de sujets en rapport avec l'actualité. Je vous les donne sommairement. 25e anniversaire des massacres de Kisangani, installation des Kabila à Goma, discours de Martin Fayulu, et d'ailleurs aujourd'hui 5 juin, quand nous entrons dans le studio, Félix Tshisekedi venait de recevoir Martin Fayulu. Et évidemment, nous allons aussi parler du livre publié par notre invité, La Maison des Merveilles, et d'autres sujets en fonction du temps et de l'actualité. Alors, 25e anniversaire des massacres de Kisangani. La date coïncide avec ces jours, 5 juin. C'est vrai, vous êtes vous-même, j'allais dire, vous êtes originaire de là. Vous êtes originaire de là. Et pouvez-vous encore nous expliquer, parce que 25 ans après, les gens ne prennent pas la nette mesure. C'était quoi ces massacres? Parce qu'au pluriel, c'était qui avait fait quoi? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, ma première pensée, en tout cas mes premières pensées au cours de cette émission, et ce n'est pas une coïncidence, s'en vont à l'endroit de toutes les victimes de ces massacres de Kisangani que nous commémorons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas oublier ce qui est arrivé à Kisangani, parce que ce souvenir, c'est aussi une forme de justice. Il faut rappeler que c'était un affrontement Oui. entre le RCD et Non, entre qu'est-ce que j'ai dit? Entre les troupes de l'Ouganda et pratiquement les troupes du Rwanda. J'en arrive. Ouais. Deux armées étrangères pour faire main basse sur les ressources minières de la Grande Orientale. C'était la seule raison. Il n'y avait pas de raison politique fondamentale à part le contrôle et l'exploitation des ressources minières de la République démocratique du Congo. Ces deux armées étrangères, sous couvert des supplétifs congolais, décidément, ça remonte à longtemps. Oui, ils sont venus s'affronter chez moi. Moi, je suis un natif de Kisangani. Ils sont venus s'affronter chez nous. Et ces massacres-là ont causé des dégâts énormes. Des milliers de morts, de victimes. Le tissu économique a été détérioré. Je ne pense pas que Kisangani s'est déjà relevé depuis ces massacres-là. Des bâtiments et des symboles ont été détruits dans la ville de Kisangani. Donc, 25 années plus tard, ça veut dire quasiment une génération après la perpétration de ces crimes graves contre l'humanité, de ce génocide contre le peuple congolais, nous n'avons pas oublié. C'est pour ça que je vous lis à ce que, en tout cas en ouverture de cette émission, ma première pensée s'en aille vers ces victimes-là. Alors, pour les faits, c'est connu et c'est documenté. C'est vrai que la République démocratique du Congo, notre pays, a bénéficié d'une décision de la Cour internationale de justice condamnant l'Ouganda à indemniser notre pays. C'est la raison d'être du FRIVAO, du FONAREV, qui sont des structures mises en place pour indemniser ces victimes-là. Mais je pense que cela n'est pas suffisant. Parce que par-delà cette indemnisation... Le Rwanda s'était soustrait de cela. Oui, par-delà cette indemnisation née du droit pénal international, du droit international public, il y a des auteurs qui existent. Les rapports mapping, par exemple, énumèrent notamment les auteurs dans ces annexes congolais qui existent. C'est comme ça que je pense que le processus est en train d'être mis en place au niveau de notre gouvernement. Moi, je plaide individuellement en tant que ressortissant de Kisangani pour la finalisation du cadre normatif en cours d'élaboration autour
de la mise en place d'une justice transitionnelle. Une justice transitionnelle qui va non pas seulement se limiter à l'indemnisation des victimes existantes, parce que ceux qui sont morts, ils ne reviendront plus jamais. Nous ne les reverrons plus jamais. Ils sont partis pour du bon. C'est vrai, on peut indemniser les blessés et les survivants, les ayants droit de ceux qui sont partis, mais ceux qui sont partis, cela a amputé, la main-d'œuvre a amputé la population de Kisangani. C'est pour ça qu'il faut la mise en place d'une justice transitionnelle qui non seulement va indemniser des victimes, mais va aussi sanctionner sévèrement, même de manière symbolique. On a vu ça au moment du processus, je pense, de la réconciliation nationale en Afrique du Sud après l'apartheid. Il y a une justice transitionnelle qui a été mise en place et qui a soulagé tant soit peu les communautés, et de manière à ce qu'on oublie et qu'on tire des leçons pour que cela ne puisse plus se répéter. Mais est-ce que, avec la fragilité sociopolitique qui nous caractérise, est-ce que cette justice transitionnelle ne pourra pas être récupérée pour faire des règlements des comptes? Pas du tout. Bon, c'est une crainte, mais l'histoire ne va pas éternellement se répéter. Kisangani, ce n'est pas la première fois que cette ville est victime des affres de guerre. Ce n'est pas la première fois. Déjà, et je l'ai dit dans mon dernier roman, La Maison des Merveilles, déjà en 1964, il y a eu des massacres qui se sont commis à Kisangani par des rebelles Simba de Moulele. On pense que c'est très loin, mais c'est très récent. Hein. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des opérations parachutées, des prises d'otages de Stanleyville, j'en parle dans mon roman. Comme si l'histoire devait toujours se répéter de manière négative contre les populations de Kisangani, sur 20 juin 2000, dont nous portons encore les plaies jusqu'aujourd'hui, dont nous sommes des victimes, dont nous connaissons des victimes qui sont membres de nos propres familles, qui sont des amis, des voisins, des collègues d'école. Et aujourd'hui, je pense que ce cycle ne s'est pas encore arrêté. Parce qu'avec l'occupation actuelle des provinces du Nord et du Sud Kivu, Kisangani n'est pas loin de la portée des tirs de ces attaques. Mais de manière générale, nous sommes dans cette répétition de l'histoire. Oui. Mais qu'il faut arrêter, en fait. Perpétuelle de l'histoire. Parce que le Nord Kivu, effectivement, c'est aussi le Congo. Et c'est à peu près la même situation. Beaucoup de morts, des massacres, des Congolais en acquaintance avec des pouvoirs étrangers, la recherche, l'appât du gain et l'attrait de nos ressources naturelles et tout ça, évidemment les problèmes de gouvernance aussi mis dedans. C'est à peu près ces cocktails qu'on répète depuis 3 décennies. Et malheureusement c'est cela. Mais notre génération, nous n'avons vécu que dans cela. La nôtre en tout cas. Nous n'avons vécu que dans cela. Je pense que même celle de nos parents. Il faut un moment qu'on arrive à léguer à nos enfants un pays où ils vont vivre en paix, où ils vont vivre et jouir des ressources qui sont les leurs, dans un système de répartition équitable des ressources nationales qui profitent à tout le monde. Pas dans un système de prédation où des individus chaque fois, sous des prétextes farfelus, iront prendre les armes pour la conquête du pouvoir, parfois sous l'égide des puissances étrangères, dans le seul but de s'enrichir, comme je le disais au début, de faire main basse sur les ressources dont regorge la République démocratique du Congo, et qui en paient les prix. Ce sont des victimes innocentes. C'est des femmes, c'est des enfants, et c'est les tissus économiques qui se détériorent. Et comme ça, des décennies après décennies, le Congo ne fait que reculer au lieu de s'élever en tant que puissance au cœur de l'Afrique centrale, susceptible d'entraîner dans son développement et dans son élan les autres puissances avoisinantes. Alors, parce que nous parlons de Goma, l'actualité a été aussi marquée par l'arrivée dans la ville, dans cette ville, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, de Joseph Kabila, ancien chef de l'État congolais. Et c'est parti dans tous les sens. Je pense que ce n'était pas en soi une révélation.
Effectivement, j'ai une opinion autour de cette question. Mon opinion est qu'il faut mettre fin à certains cycles de l'histoire qui vont continuer à se répéter dans notre pays. Dans la mesure où, en se maintenant sur une position d'un moment historique donné, on ne permet pas au pays d'avancer. Tout ce qui arrive aujourd'hui est né d'un cycle électoral qui a été chaotique. Au moment de la proclamation du président actuel de la République comme chef de l'État, tout est parti de là. Il a existé un deal entre trois individus, trois compatriotes que je respecte individuellement. Je respecte Joseph Kabila, je respecte Félix Antoine Tshisekedi, je respecte Corneille Nangaa. Ceux qui se sont dit, personne ne le sait, quoi qu'on peut soupçonner. Mais on est arrivé dans une situation où c'est les trois acteurs qui ont mis en place le système actuel, le système existant actuellement, qui se regardent maintenant en chien de faïence, parce qu'à un certain moment, certains d'entre eux n'ont pas été satisfaits de la manière dont le deal s'est déroulé. Ça, c'est inconcevable que dans un État comme le nôtre, un État démocratique, qui se veut tel et qui veut se développer, que trois personnes prennent en otage l'État, alors qu'on faisait un pas important vers la démocratie, à travers cette première alternance, qui a été voulue effectivement par les acteurs. Mais lequel de ces trois personnes est fautive finalement pour vous? Pour moi, oui. Objectivement, toutes les trois sont fautives. Ok. Si, au cours des élections, je pense de 2018, 2018-2019, de la première passation, disons la dernière alternance avant le second mandat de Tshisekedi, si la volonté du peuple avait été réellement suivie et respectée, on n'en serait pas dans cette situation. Mais tellement il a été mis en place des systèmes d'autoprotection de chacun, notamment du sénateur à vie Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il s'est mis en place un système où on lui taille sur mesure un statut de sénateur à vie sui generis, avec des avantages à la clé, avec une impunité quasiment consacrée. Et voilà, un citoyen placé au-dessus de la loi, au-dessus du principe de l'égalité de tous. Un intouchable. Et au moment où il sent que ce privilège qui s'est taillé pendant qu'il était au pouvoir commence à s'ébranler, commence à tomber, et c'est le premier qui s'en va. Où est-ce qu'il s'en va? Les soupçons existaient déjà. Du côté de ceux qui sont en train d'occuper de manière illégale, en violation du droit international, les espaces où la République démocratique du Congo doit exercer toute sa souveraineté. Voilà la situation. À qui la faute? Qui paie le prix aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas prendre mon avion de Kinshasa pour aller à Goma, alors que je souhaiterais y aller. Aujourd'hui, regardez ce que vivent les populations de Goma, notamment avec l'absence des banques. Regardez les massacres qui se commettent sous l'égide du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC M23. Notamment, paix à son âme, un artiste important, Ildengo Delcat, qui est décédé. Des militants de la Lucha sont morts, des avocats ont été massacrés. Ce sont des individus en chair et en os. Pourquoi? Parce qu'on doit protéger un système, un clan qui veut se maintenir au pouvoir. Et si vous regardez aujourd'hui les personnes qui rejoignent M. Joseph Kabila à Goma, c'est pratiquement sa clique. C'est des gens qui ont été avec lui dans son parti politique. Vous êtes sans savoir que, sans faire l'apologie du M23, il a des revendications, entre guillemets, basées sur la gouvernance, essentiellement. Quel pays au monde manque de revendications de ce genre? Dans quel pays au monde il y a unanimité
sur la gouvernance. Il y a toujours à décrier partout. On suit des mesures que le président américain Donald Trump est en train de prendre. Et est-ce que le Parti démocrate est d'accord avec cela? Est-ce pour cette raison que le Parti démocrate va aller se rallier avec un État qui occupe le territoire, des pans entiers du territoire de la souveraineté des États-Unis, qui prend trop de temps sur un discours, mais qui, à un seul moment, sur un seul paragraphe, ne condamne l'agression de son propre pays? Lui, Joseph Kabila, qui a été président de la République pendant plus de 18 ans, qui a géré ce pays de la manière dont il l'a géré, et qui était le chef suprême de l'armée congolaise, et qui combattait ces mêmes rebelles du M23, il les a même arrêtés, il les a fait condamner ici, et c'est le même qui va se retrouver à Goma, accueilli comme un roi, qui essaie de se comporter même en chef d'État là-bas, en recevant des forces vives sous le nez et la barbe peut-être parce que, de l'AFC M23. Peut-être parce qu'il a trouvé que ce serait un moindre mal. Comme on dit, vaut mieux un diable connu plutôt qu'un saint que vous ne connaissez pas. Il a appris à découvrir Félix Tshisekedi. Entre les deux, il a trouvé que c'était un moindre mal d'être avec le M23. Qui lui a décidé déjà, lui, de se substituer au peuple pour légitimer ou délégitimer une autorité qui a été élue? Qui? Nous avons, en 2006, adopté ici dans ce pays un nouvel ordre constitutionnel qui consacre les modes à travers lesquels on peut accéder au pouvoir. C'était ça. Si vous lisez les préambules de la Constitution du 18 février, la raison d'être fondamentale, c'est de mettre fin aux crises récurrentes nées de la contestation de la légitimité des autorités et par la voie des armes. Depuis 1964, on va revenir aujourd'hui, on va rétro-pédaler. De l'eau au moulin de M23 qui nous allons rétro-pédaler. Notamment, c'est à cause du fait qu'il y a eu tentative de changer la Constitution de 2006 dont vous parlez, qui a ces débordements. Donc, il y a eu tentative de changer la Constitution dans ce pays, ce qui est un débat démocratique. Partout au monde, les débats sur la Constitution se déroulent. Cela légitimerait-il le fait de décider d'aller se rallier avec l'ennemi, l'occupant, qui met en mal la zone est du Congo depuis plusieurs décennies, afin d'aller se revigorer militairement et de venir par la force occuper les deux provinces du Nord et du Sud Kivu? Ça n'a aucun sens. C'est contradictoire. J'imagine que les discours faits par Martin Fayulu vous conviennent parfaitement. Je ne dirais pas qu'il me convient parfaitement. Je salue cette posture qui est opportune aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tel que je viens de le dire, toute analyse objective va vous mener vers une conclusion comme quoi les acteurs principaux du deal qu'on ne connaît pas, mais qui n'a pas exprimé à ce moment-là la volonté réelle du peuple, ce sont les mêmes acteurs qui se regardent en chien de faïence aujourd'hui et qui sont en train de se rentrer dedans. Comme ainsi sont faites les lianes, ils ne font que changer de position. Exactement. Vous voyez, hier Fayulu, il était quasiment dans une alliance de proximité avec Kabila. D'accord. À un certain moment, Nanga a proclamé Tshisekedi président de la République. C'est encore dans la mémoire. Si je réfléchis bien, j'écoute même les sons de sa voix. Et puis, brusquement, les alliés d'hier deviennent des ennemis d'aujourd'hui. Tout ça, sous le nez et la barbe du peuple, et on observe, et la danse continue, et les années passent, et les Congo reculent, et les recettes dont l'État a besoin sont saucissonnées de manière à ce qu'aujourd'hui, les recettes du Nord et du Sud Kivu ne rentrent plus
dans les comptes officiels du Trésor public et la situation sociale et économique du Congo, de Kinshasa, sont en train de se détériorer. Le pays est au bord de l'explosion. Kinshasa est invivable. Kisangani, n'en parlons plus. C'est une ruine. Voilà le pays. Et on va assister, maître, à ces jeux. J'ai comme besoin de rentrer un peu dans votre livre, mais aussi dans l'histoire de la RDC, parce que les tableaux que vous êtes en train de tresser ou de dresser à tout l'air de la situation j'allais dire post-électorale, post-indépendance. Exactement. Post-indépendance. Et ces jeux de chaises musicales des acteurs et la tension sociale, mais en son temps, on a compris que les acteurs politiques, en 1960, les acteurs politiques congolais étaient aussi pris dans un feu croisé au niveau, dans un tir croisé au niveau de la politique, des enjeux internationaux. C'est la même chose au fait. Ça transparaît dans la plupart de mes écrits. Je ne prétends pas avoir le don de prophétie, mais je me rends compte de plus en plus que ce que je dis est vrai. Autant, pendant la guerre froide, les États-Unis voulaient avoir le contrôle sur le Congo, parce que le Congo avait l'uranium, parce que le Congo avait cette matière-là qui pouvait mettre fin, et elle a mis fin d'ailleurs, à la Seconde Guerre froide. La Belgique est allée à la Seconde Guerre mondiale. Oui, est allée à Chicolobo, elle a pris l'uranium qu'elle a vendu aux États-Unis, qui a fabriqué la bombe qui a été larguée à Hiroshima et à Nagasaki. Et le Congo était au cœur des enjeux. C'est comme ça que les Lumumbistes étaient soutenus par le bloc Est et Mobutu et les groupes d'Mbinza étaient soutenus par le bloc Ouest. Cette confrontation-là, c'était une rébellion. Qui en a payé les prix? La population congolaise. Des provinces comme les Maniema ont été décimées de leur population. Les enjeux sont les mêmes aujourd'hui. Les minéraux stratégiques du Congo, le colombo tantalite, le coltan, vous les trouvez où? Tous vos téléphones au lithium là, tous ces minéraux stratégiques. Et actuellement, c'est le Congo. Mais vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de la mine des Roubaya, sous contrôle du AM23 RDF, c'est pratiquement la vache à lait des multinationales. Des multinationales du M23. Oui. C'est pratiquement les gages que le M23 a donné aux multinationales pour pouvoir survivre financièrement. Exactement. Maintenant, c'est ça l'enjeu au fait. Tous les problèmes du Congo partent de là. C'est le caillou que le Congo a dans le pied et qui l'empêche d'avancer. Les cailloux que nous avons, ou les pines, les cailloux d'ailleurs c'est encore mieux. C'est les pines que nous avons dans les pieds parce que ça commence à nous faire saigner. Il faut un moment s'arrêter, ôter les chaussures, opérer la plaie, ça va faire mal, enlever le caillou, cicatriser la plaie et avancer. C'est la justice transitionnelle. Exact, d'abord la justice transitionnelle, mais aussi à un certain moment, il faut lever des options sur des grands enjeux internationaux. C'est dire, puisque c'est de l'instabilité du Congo que certaines forces essayent de profiter pour exploiter illégalement nos ressources, pourquoi ne pas alors se rapprocher objectivement dans des discussions B2B avec ceux qui ont besoin de ces minéraux-là, parce que on ne peut pas les gérer seuls. Mais là, on ne peut pas vivre en autarcie non plus. On embraye sur les deals entre Kinshasa, Washington et peut-être Kigali. Exactement. Kigali, ce ne sont pas foncièrement nos ennemis. Kigali, ça peut être une province du Congo. J'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je pense que ça l'a déjà été. Lorsque le Rwanda ou Burundi sortent du protectorat allemand, ils étaient mis sous le Congo belge. Oui. D'accord. Même dans mes livres, je pense que j'en parle, même dans celui-ci, la Maison de Merveille. Des Belges comme Charles Tombert, ils ont marché sur Kigali, on a contrôlé. C'est nous qui avons libéré tout le Tanganyika, Zanzibar, Tanzanie, du joug allemand. Donc le Congo, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas Kigali qui va faire peur. Ce n'est pas Kigali qui va être le concurrent du Congo. Mais il faut arriver à discuter, à dire, bon, nous avons ce que nous avons.
nous avons ce que vous voulez, voilà nos projets, voilà un deal bien discuté sur la gestion de nos minéraux de manière à ce que nous ne soyons pas perdants. Et une fois que nous avons parlé avec des acteurs mondiaux, nous discutons. Si Kigali a sa part, s'il pense qu'il a des équipements pour, n'est-ce pas, aller transformer, ainsi de suite, on en discute tranquillement, mais qu'il nous laisse tranquilles. Que le Congo prenne le temps aussi de faire quoi? D'appliquer ces programmes de développement. Ce n'est pas autour de quelque chose qui nous appartient que chaque fois on va aller de subterfuge en subterfuge. C'était l'RCD Goma, après c'est l'RCD KML, après c'est le CNDP, et puis c'est l'AFCM 23, et puis c'est Kabila qui s'en va là-bas, avec des tendances de sécession du nord et du sud Kivu qui se comportent comme des républiquettes, sous la coupe du Rwanda. Non, ça ne va pas. Si on se laisse faire comme ça, on va arriver à un niveau, on se retrouvera avec un Congo différent de celui qui nous a été légué par nos ancêtres. Et Martin Fayulu l'a d'ailleurs dit si merveilleusement. Donc, oui. C'est des enjeux qui nous concernent tellement que si nous n'y prenons pas garde, nous-mêmes, nous allons vieillir et mourir dedans. Et même nos enfants vont trouver cette situation ayant déjà empiré, ils vont aussi vieillir et mourir dedans, et nous perdrons ce pays. Ce qui serait très dommage. C'est le moment crucial de lever des grandes options, de résoudre cette question définitivement pour que nous puissions avancer. Doha n'est pas une solution. Doha. La solution n'est pas unilatérale. Moi, j'estime. Toutes les solutions, si elles aboutissent à quelque chose, peuvent nous permettre d'avancer dans la bonne direction. L'initiative qatari, bon, c'est vrai, elle était bonne. Il y a des points forts et des points faibles dans cette initiative. Notamment, il y a une initiative lesquels forts et faibles? Le Qatar n'est pas très neutre avec Kinshasa. Nous connaissons bien les intérêts du Qatar, je ne vais pas tout le dévoiler à la télévision, avec les Rwandais et son rapprochement avec le régime du FPR de Kagame. Nous le savons. Voilà. Mais le fait qu'il s'est permis de mettre les deux leaders, Tshisekedi et Kagame ensemble, bon, et d'entamer des pourparlers avec le mouvement rebelle du M23, la mort dans l'âme, le Congo est allé quand même discuter avec des rebelles qui ont pris les armes, ça va, ça peut être avalé, la pilule est en mer, mais on peut l'avaler, mais ça pouvait aboutir à quelque chose, mais ça tourne en rond. Les initiatives de Luanda notamment, et l'implication des organisations sous-régionales comme l'Union africaine, les organisations des États de l'Afrique de l'Est et autres sont les bienvenues. Même l'initiative des évêques de la CENCO sont les bienvenues. Mais réunir, selon moi, tout cet ensemble, cette constellation d'initiatives pour aboutir à quelque chose de consistant pour dire voilà le plan. Et qui peut faire ça? Et qui peut faire ça? Là, vous êtes en train de parler du dialogue. Le chef de l'État. D'un nouveau dialogue. Vous pensez. Je cite un de mes professeurs, actuel professeur de droit international, Limongo Sikeke, il vous dit, montrez-moi votre armée et je vous dirai qui vous êtes. Nous avons une armée faible. Faible. Vous avez suivi les dernières déclarations du gouverneur militaire de l'Ituri. Oui, oui. Donc, est-ce que vous pensez que l'option militaire va permettre au Congo actuellement, par réalisme politique, de mettre fin à cette situation et de permettre d'avancer? Non. Il faut aller vers un dialogue. Oui, un dialogue qui va réunir toutes les plates. Le dialogue, il s'est fait à plusieurs niveaux parce que vous savez, vous connaissez la position de Kigali là-dedans. Parce que Kinshasa, le président Tshisekedi a dit, tant qu'à faire, mais je préfère parler avec les commanditaires. Pour lui, les commanditaires, c'est Kigali. Vous me sortez les mots dans la bouche, effectivement. L'option de Kigali, c'est de faire penser que la crise, elle est congolo-congolaise. Oui. Rien de plus faux. La crise n'est pas que congolo-congolaise, tout le monde le sait. Même Kagame, il sait qu'il est en République démocratique du Congo. Même sa femme et ses enfants, ils le savent. Voilà. Comme on dit à Kiswahili, il y a tout à fait kushamba kalanga. Congo inje. Ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher dans un jardin d'arachides. Sinon, les deux vont être à l'extérieur. Oui. On vous voit, il ne faut pas vous cacher. Kigali soutient l'M23 et l'AFC.
Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Les rapports des Nations Unies Oui, sont les groupes d'experts des Nations Unies. L'opinion internationale dans leurs documents, sans cesse. Oui, ils sont éloquents. Donc si dialogue il y a une dimension interne. Je pense que c'est la démarche, j'estime que c'est la démarche entamée par le président Fayoulou. Les évêques de la Senko sont dans leur approche. L'idée, c'est de fédérer les forces autour, comment dire ça, d'une position commune du Congo d'abord. Et puis, entre-temps, le Congo, parlant déjà d'une même voix, peut maintenant aller via celui qui légitimement est là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est lui le chef de l'État, c'est lui qui a la légitimité aujourd'hui, qui discute avec Kagame de vive voix. Comme les États ne vivent pas en autarcie, il y a des puissances étrangères, il y a les organisations internationales et les organisations sous-régionales. Je pense qu'il y a déjà une initiative dans ce sens, sous l'égide des États-Unis, oui, avec qui vont mettre qui vont mettre Mhm. ensemble à ces niveaux-là. Donc Oui. il y a une superposition d'initiatives qui, si elles concourent vers quelque chose, on peut voir une lueur d'espoir pour le Congo de 2030. On peut voir une lueur d'espoir. Mais ça commence aujourd'hui. Et ça commence aujourd'hui, ça demande l'implication de tous parce que ça devient une question de vie ou de mort. Mais là, on commencerait par quoi selon vous? Par réunir les Congolais autour de Tshisekedi, et puis après Tshisekedi va aller parler avec Kagame, et puis comment? Je n'hiérarchise pas. Rassembler les Congolais autour de Tshisekedi, donc du chef de l'État, eh bien c'est une option qui n'arrange pas les autres, les belligérants, en ce sens que... Les belligérants qui sont sous la... Non, moi je n'hiérarchise pas. C'est Monsieur John, leur interlocuteur. Monsieur Non, Ngomba, faire la je modération. n'hiérarchise pas. Je n'hiérarchise pas les initiatives. Ah, d'accord. Les initiatives peuvent être concomitantes. Elles peuvent être concomitantes, elles peuvent se superposer, elles peuvent s'interposer, elles peuvent même s'interconnecter, se joindre. Les résolutions... C'est juxtaposé. C'est juxtaposé, Oui. merci pour le mot. Mais la fin justifie les moyens. Doha n'est pas une fin en soi. C'est un moyen en vue d'une fin qui est la fin ultime souhaitée par le peuple congolais. C'est mettre fin à cette histoire qui a assez duré et permettre au Congo de reprendre la place qui est la sienne dans le concert des nations. C'est tout. Doha, rencontrer Fayoulou Tshisekedi, initiative de la Senko, ce ne sont pas des fins en soi. Ce ne sont que des moyens en vue d'une seule fin utile. La fin utile, c'est quoi? Mettre fin à cette question. Permettre au Congo de jouir des ressources qui sont les siennes, pacifier l'Est de la République démocratique du Congo et quand même donner l'occasion, ne serait-ce qu'à l'horizon 2030, 40, 50, à ce Congo d'émerger. Ce Congo que nous allons laisser à nos enfants, parce qu'on va finir tous par passer. Il y a aussi la solution biologique. Tous ces belligérants qui sont là, ils vont vieillir. Ils vont vieillir, ils vont partir. Ils vont laisser le Congo acquis, ils vont laisser même leur maison. On va les enterrer sous terre à 3, 4, 5, 6 mètres. À un certain moment, il faut penser la République. Il faut penser ce qu'on va laisser au Congo de demain. Ne considérez pas Doha, on va mystifier Doha, on va mystifier les rapports entre Tshisekedi et Nanga, entre Kabila et Tshisekedi. Ça, c'est des épiphénomènes qui vont passer, autant que les acteurs de 60, 64 sont passés. Mais quel Congo on lègue? Le Congo où on va encore continuer à assister à la répétition de ce même cycle ad vitam aeternam. Et si Lumumba revenait, il aurait 100 ans, s'il avait été en vie dans quelques jours, s'il revenait, ce serait quand même une grande désolation pour quelqu'un qui a donné... Je ne sais pas imaginer ce qu'il verrait. Ça, c'est dans le monde de la fiction. Je crois que pour la commémoration de son centenaire, il y a des initiatives culturelles comme ça qui sont en train d'être prises où des jeunes vont écrire des nouvelles sous l'égide d'une structure, l'AESH. Je pense qu'ils vont avoir le temps de s'élargir sur Lumumba et son rapport avec le Congo actuel. Mais si j'étais écrivain, je suis écrivain, si je devais écrire sur ce que Lumumba verrait du Congo actuellement, je ne pense pas qu'il saurait le faire.
je pense que je me cacherai sous terre. Je ne saurais pas prendre ma plume et écrire. Hein? Ce serait la honte, la désolation. Je pense qu'il regretterait les combats qu'il a menés pour léguer à nous, ses descendants, le Congo dans l'état piteux dans lequel il se trouve. Le Congo qui est la risée de tout le monde, le maillon faible de l'Afrique, alors qu'il devait être le centre du développement, le centre névralgique du développement de l'Afrique. Lumumba, là, ce serait un Lumumba de la honte. Un Lumumba qui regretterait son combat, qui regretterait pourquoi il avait créé le MNC. Vous êtes écrivain oui, ce serait ce Lumumba-là. Vous êtes dans la fiction aussi, historique, avec La Maison des Merveilles. C'est vrai que c'est un soubassement politico-historico-social. Mais en un mot, c'est quoi les messages? Vous êtes déçu du Congo ou vous espérez dans le Congo? Dans La Maison des Merveilles, les titres de votre dernier ouvrage. Bon, mon ouvrage, très belle question. La Maison des Merveilles, c'est... vous savez, j'ai dit même dans ce livre, l'âme n'est pas une tombe. Il faut savoir à un certain moment la curer. Il faut toujours la curer. L'histoire du Congo est empreinte de beaucoup de péripéties, de beaucoup de soubresauts, de beaucoup de problèmes et de beaucoup de questionnements, d'interrogations. Vous savez que nous n'avons pas fait advenir le Congo. Le Congo, c'est le produit de la communauté internationale, des peuples qui n'avaient rien pour être une nation. Et puis à un certain moment, l'Afrique a été prise en étau, conquise par des puissances coloniales. C'est de là qu'est né le Congo belge, qui a tout donné au monde, mais qui aujourd'hui devient la dinde de la farce de l'aventure mondiale en Afrique. L'échec criant de cette communauté internationale post, comment dire ça, 20e siècle. C'est ça le Congo actuellement. Le Congo a libéré Kigoma, le Congo a libéré Dodoma, Tabora, Morogoro, Nyanza, Birmanie, Assosa, Gambela, du joug des Allemands. L'ordre mondial actuel est ce qu'il est grâce à la force publique. Tous les noms que je cite sont des places de Kinshasa. Ce sont des victoires. C'est ça, la force aussi du Congo. Mais on se rend compte que le Congo, ce n'est pas celui-là. Alors, j'ai voulu, à travers ce roman La Maison des Merveilles, mêler en même temps l'histoire de la rébellion de 64 du Congo. Un rebelle qui a participé à cette guerre. La rébellion de 64 du Congo, ça veut dire... Mouléliste. Mouléliste. De Simba. Oui. Un ancien Simba. Mais les moulélistes, ironie du sort, c'est des lumumbistes. Bien sûr, des lumumbistes. Oui, exactement. Ainsi sont faites les lianes. Donc oui. On retourne. Oui. Donc, il refait un parcours de l'ouest à l'est de la Tanzanie et il fait revivre à sa postérité un peu, je ne vais pas spoiler les livres, à sa postérité les endroits, les espaces qui ont un lien avec le Congo. Les espaces qui devaient renvoyer sur le Congo un écho de puissance, un écho de grandeur, mais qui aujourd'hui ne ressemble pas à cela. Et j'y mêle aussi des questionnements sur les frontières coloniales, telles qu'elles existent. C'est un questionnement qui revient très souvent dans mes livres. Moi, j'estime que les frontières coloniales ne valent rien. Là, on va refaire des mots. Le Congo. Et pourquoi Schengen, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que Schengen? C'est la même chose. C'est le même genre de questionnement. Vous savez que c'est aussi à cause de ces questionnements qu'aujourd'hui on a des sérieux problèmes d'instabilité dans l'Est. Parce qu'on ne dépasse pas un certain niveau de réflexion. Schengen, qu'est-ce que c'est que Schengen? Vous allez prendre un visa Schengen. Vous atterrissez à Bruxelles, vous êtes à Paris, personne ne pose de questions. Vous allez en Allemagne, c'était des gens qui étaient en guerre. Hein. N'oubliez pas que l'Allemagne nazie a occupé Paris, a occupé la France. Les Italiens de Mussolini se sont battus contre les Français parce qu'ils étaient alliés aux Allemands. Il y avait de l'autre côté chez Franco. Bref, c'était des gens qui étaient à couteau tranché, à couteau tiré. Mais aujourd'hui,
Ils ont créé Schengen, ils ont créé l'Union européenne, mais l'Union africaine. On est dans des balbutiements depuis l'OIA. Ce que Kwame Nkrumah a appelé à faire. Moi j'estime que les frontières ne valent rien. Je suis à Goma, je vois Kigali, je traverse à Kigali, je me marie à quelqu'un de Kigali, on a des enfants, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut quitter le Katanga, le Haut-Katanga, je m'en vais en Zambie, je marie une femme en Zambie, si je suis congolais, ou un homme vient de Zambie, il arrive au Katanga, il marie ma fille, après il quitte, il va en Afrique du Sud. À quel moment se pose le problème de souveraineté? C'est ce que j'ai dit. La souveraineté, elle est d'abord, ça peut se gérer. Il y a des matières qui peuvent être considérées comme des matières étatiques et des matières supra-étatiques qui sont du niveau communautaire. C'est ce qui se passe en Europe. Vous avez des députés de vos nations respectives et puis vous avez les députés européens. Ça, j'ouvre une autre problématique. Ici, je ne suis pas en train de parler d'un travail juridique, d'un travail scientifique, mais je parle du roman. Moi, j'imagine l'Afrique au-delà de ses frontières. C'est pour ça que j'ai choisi la Maison de Merveille, qui est ce bâtiment-là au niveau des Zanzibar, qui avait été aussi, en quelque sorte, le cœur d'une diversité culturelle, parce qu'en même temps, construite d'abord par des Omanais, à un moment occupée par des Portugais, puis reconstruite par des Britanniques, et puis après reprise par les Zanzibarites qui se sont unis encore avec des Tanzaniens, et même la province orientale, parce que Tipoti peut habiter là-bas, la province orientale, la décision de la créer et d'envoyer Tipoti pour là-bas a été prise dans cette maison de merveille. Je vois dans cette maison de merveille ce bâtiment-là qui est malheureusement aujourd'hui en train de menacer ruine et qui est devenu le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vois dans ça l'expression de la diversité africaine, l'avenir de l'Afrique dépourvue des frontières coloniales, une Afrique unie où il n'y aura pas de guerre, où le Rwandais sera le frère du Congolais, où le Congolais sera le frère du Burundais, où il n'y aura pas de guerre interethnique entre provinces et entre tribus, comme on les voit dans la plupart de nos régions au Congo, ainsi de suite. C'est un peu ça l'approche que j'aborde dans mes écrits, notamment dans ce livre. D'accord, merci. Le livre est disponible chez Laèche. Voilà. La distribution Laèche. Voilà, il est disponible et pour le reste, vous suivrez les références. Merci beaucoup, Maître Godefroy, d'être revenu sur ces plateaux. Et ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir et à bientôt.